On change de fond. Voilà. Alors, je reprends mes papiers, pardon. Donc, nous continuons. Alors, nous attaquons la première la première phase de la troisième lune de printemps. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune et c'est à 19h38 tout à l'heure. Donc, pas de lune, un ciel qui était génial ces derniers jours et là qui est un peu empâté. Hein. Et aujourd'hui, Mercure conjoint Vénus. Alors ce soir, joli spectacle. Il faut se tourner vers l'ouest, nord-ouest, et on aura Mercure et Vénus. Mercure qui est bien visible, alors brille moins fort que Vénus, mais ils vont être à peu près à la même hauteur. Attendez, on va faire une petite démo. Partager l'écran, hop. Je vais sur Stellarium. Je vous montre, je ne sais pas si vous voyez là. Est-ce que vous voyez? Non. Attendez. J'ai dit partager l'écran. Ah ben oui, c'est celui-là. Oui, il faut que je dise lequel. Voilà, je partage celui-là. Tant qu'à faire. Et là, vous devez voir le paysage. Alors, je vais me mettre à la bonne heure. Ce soir, vers 22h. Voyez, moi, 22h, ça va. Bon, j'arrête le temps. Directement sur Stellarium. C'est encore plus marrant. Et donc, vous voyez, alors c'est à l'ouest-nord-ouest. Et alors, bon, là, il y a un arbre. Alors, je vais changer le paysage, hein, parce que l'arbre, il est vraiment pas au bon endroit. Je vais mettre océan, comme ça, on est tranquille sur l'horizon, il est nickel. C'est tout ce que je veux. Océan. Ah, 2 nouvelles personnes. Alors, océan, c'est bon. Je vais faire rentrer les 2 nouvelles personnes dans la réunion. Chris et Hélène ou Eugène. Donc, nous allons déjà être 6. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Ah, Hervé, plus de micro. Bonjour. Non, j'ai coupé exprès pour ne pas parasiter. D'accord, c'est-à-dire qu'au-delà de 6, après, je serai obligé de vous couper le micro et de le donner à ceux qui lèvent la main, parce que sinon, ça risque d'être trop. Mais là, tant qu'on est 6 et tant qu'on ne parle pas tous en même temps, c'est très très bien. Bah oui, vous pouvez le faire aussi de votre côté. Génial. Non, mais c'est parce que je ne suis pas tout seul dans la maison, il peut y avoir du bruit derrière, des fois. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, et alors du coup, après, ça, c'est nuisible. Donc, c'est vrai que tant qu'on n'en a pas besoin, on peut le fermer. Bon, ben voilà, pour les participants, Hélène ou Héline, je ne sais pas, il est affiché même. Et donc, voilà, Mercure et Vénus, vous voyez comme elles sont proches, alors elles sont à l'ouest-nord-ouest. Elles sont à quelle hauteur? À peu près à 7 degrés de hauteur. Vénus et Mercure, elles vont vraiment être proches là. Hein. Elles sont à combien l'une de l'autre? Même pas 1 degré. Même pas 1 degré l'une de l'autre. Donc, si vous avez l'horizon ouest dégagé, il y a des chances quand même que vous puissiez les voir. Après, Vénus, on va la voir de moins en moins. Là, elle va disparaître dans la semaine. Elle va se noyer. Elle plonge vers le Soleil. Elle va être en conjonction inférieure le 3 juin. Mercure, par contre, elle va grimper dans le ciel. Il n'y a qu'à voir comment elle sera le 30 à la fin de la semaine. À la même heure. Le 30. Tu veux le 0. Tu veux le 0. Non, il ne veut pas. On recommence. Ah, mais c'est. Non, je suis bête, je tape pas au bon endroit. Et c'est 22h. Non, pas 5h, 22. Ah punaise. Ah. Vous voyez, à la même heure, donc ce sera samedi de la semaine prochaine, le 30. Mercure sera plutôt haut dans le ciel. Pour Mercure, c'est un record exceptionnelissime. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, il est à 10 degrés, tandis que Vénus se couche là directement. Donc on ne la verra plus parce que le Soleil, si on lève l'horizon, vous voyez, il n'est pas loin le Soleil. Hein. Donc voilà. Donc fini Vénus qui nous honore le ciel depuis le mois de novembre, là, qui rutile depuis novembre-décembre. Ça y est, elle disparaît, elle va être en conjonction inférieure et elle réapparaîtra dans le ciel du matin fin juin, début juillet. Et Mercure, là, nous fait de... Pardon? Après le 21.
ou autour du 21. Ouais, ça doit être ça. J'ai pas été vérifié, mais oui. Parce que Ouais, nous, c'est après la conjonction inférieure, elle met 3 mois. Parce que le cycle de Vénus, c'est visible pendant elle fait une révolution synodique, c'est-à-dire qu'on la retrouve même position en conjonction, hein, comme une lunaison, une révolution synodique de Vénus. Ça commence à la conjonction inférieure, justement, donc ce sera une nouvelle Vénus, et ça dure 584 jours en moyenne. Et, et donc, alors, à partir de la conjonction inférieure, là, elle est rétrograde. Ouais, on va mettre, à mon avis, non, on ne va pas la voir pendant l'été. C'est là qu'elle met 3 mois à peu près à réapparaître dans le ciel du matin. Ensuite, elle est visible pendant 7 mois dans le ciel du matin. Conjonction supérieure à peu près invisible pendant 3 semaines. À nouveau visible pendant 7 mois dans le ciel du soir. Conjonction inférieure, invisible pendant 3 mois à peu près. Et c'est ça le cycle de Vénus dans ses apparitions. Donc pas de Vénus cet été, mais on va se rattraper avec Jupiter, Saturne et Mars. Donc. Et là, on a Mercure. Donc c'est exceptionnel, Mercure, parce qu'il est en même temps sa plus forte latitude, donc par rapport au plan de l'écliptique, que je vais peut-être pouvoir vous tracer. Là, c'est sympa si je vous trace les plans. Là. C'est l'écliptique, ouais. Vous voyez, il est au nord du plan de l'écliptique et il est aussi le plan de l'équateur. Et il est aussi à sa déclinaison maximale. Attendez, j'essaie de trouver direct le plan de l'équateur. Non, ça c'était l'écliptique. C'est pas celui-là. Ah, non, ça c'est le méridien. C'est pas le. Ah bah c'est le. Ouais. Pas grave. L'équateur, il est là. Donc vous voyez, il est à sa plus forte déclinaison. L'équateur, il est au ras de l'horizon, là, vous voyez. Ah non, ça c'est les azimuts, excusez-moi. Non, c'est celle-là, la grille équatoriale, ça y est. Le voilà. Il est là, l'équateur. Elle atteint sa plus forte déclinaison, hors limite zodiacale. Elle y est hors limite zodiacale, Mercure, c'est marqué on a donc Mercure hors limite zodiacale du 16 mai au 10 juin, et Vénus qui est également hors limite zodiacale du 2 avril au 2 juin. Donc elle l'est encore. Elle a déjà atteint sa déclinaison maximale et elle redescend. Mais elles sont donc toutes les deux à 25 degrés de déclinaison nord, donc toutes les deux hors limite, en conjonction. Et ce n'est pas la seule chose extraordinaire qui arrive. En plus, Mercure, c'est la plus forte latitude nord qu'elle atteigne sur la période 1990-2050. Donc, c'est vraiment un record pour Mercure. C'est ce qui fait qu'on la voit, elle se couche presque 2 heures après le Soleil, ce qui est rarissime. Donc, on peut bien voir Mercure, en tout cas, en ce moment. Et en sachant qu'elle est hors limite zodiacale nord. Et donc, c'est pour ça, la déclinaison maximale et la latitude maximale tombent en même temps. Donc, évidemment, ça fait un record. Donc, après, qu'est-ce qu'on va... Alors, là, on était... J'efface un peu tous ces traits. Celui-là. Je reviens... Ah ben oui, on est au 30. Après, on va avoir... je reviens au 22. Le 23, premier croissant de lune, mais alors tout petit. Hein. Attends, je vais mettre la lune. On peut mettre la lune en croissant là. Ah, je ne dors pas. Elle est plus grosse, mais on voit sa forme. Donc, difficile à saisir. Enfin, à l'œil nu, voyons, le soleil, ouais, il est un peu profond quand même. Alors, voilà, avec un soleil à 22 heures, en fait, demain soir, il est donné pour être visible à l'œil nu. Il est juste sous Vénus. Et c'est le premier croissant et il marque la fin du mois de Ramadan qui avait commencé au premier croissant précédent qui devait être c'était peut-être bien le 23 avril, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, c'est la fin du Ramadan. Et alors on va passer d'abord ce qu'il y a à voir et puis après on parlera du reste. Donc le 23, alors on peut, non pas 23 heures, bon sang, le 24. Vous voyez, alors la Lune a pris de la hauteur, donc on va pouvoir commencer à regarder ça un peu plus tard avec un ciel plus sombre. Qu'est-ce qui va lui arriver? Alors, elle est conjointe à Vénus et à Mercure, comme vous venez de le voir. Hein. Voilà, entre le 23, je recule un peu, qu'on la voie. Le 23, elle est en dessous de Vénus, et le 24, elle a fait ça.
Donc, elle passe en conjonction à Vénus et à Mercure le 24. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir de beau à voir? Elle aussi, la Lune, elle va atteindre sa déclinaison maximale et aussi hors limite zodiacale. Autre détail, elle passe hors limite zodiacale en même temps qu'elle passe à son nœud. Encore un truc qui sort de l'ordinaire. On est vraiment tout, plein de trucs décrivent un contexte qui sort de l'ordinaire. Voilà. Et donc, on va avoir le plaisir de suivre la Lune qui nous montre les étoiles principales de l'écliptique tout au long de la semaine. Alors, je vais mettre un peu plus de noms d'étoiles là. Et là, par contre, je vais enlever tous ces blabla. J'enlève tous ces blabla. À la limite, je laisse le nom. Des fois, c'est pratique. Et j'ai rajouté un peu plus de noms d'étoiles. Parce que quand même, ils sont radins là. Ah, ça doit être bon. Ah, non, même pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ben oui, non, c'est pas objet du système solaire. Excusez-moi. Les étoiles, c'est là, je devrais le savoir. Ah, voilà. Oui. Alors, soit je vous affiche les constellations, ça aide pour la visualisation, mais quand vous regardez le ciel en vrai, il est plus comme ça. Alors, elle va, donc la Lune, le 25, le 26, elle est conjointe à Pollux. Je vais me centrer sur elle. Donc, Castor et Pollux de la constellation des Gémeaux. Je peux afficher quand même, ça on les voit bien, les Gémeaux. Castor et Pollux, c'est chacun la tête. Pollux est la plus brillante, mais elle porte la lettre bêta, et Castor est la moins brillante, mais elle porte la lettre alpha. Alors voilà, on continue. Donc après le 26, le 27, le 28, elle approche de Régulus le 29. Le 29, elle est conjointe à Régulus. Donc ce sont les étoiles qui marquent un petit peu l'écliptique. Alors à tous les coups, comme elle est elle passe plutôt au nord des étoiles, hein, parce qu'elle est en forte déclinaison nord. Ensuite, le 29, le 30 et le... Ben non, voilà. Donc, on s'arrête là, elle sera conjointe à Spica plus tard. Elle est conjointe à Régulus pour le premier quartier. Et voilà, donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Donc, tu es en train de nous dire qu'on a des temps dans les temps exceptionnels. Ah, ben là, rien qu'à regarder, tu vois, rien que le fait que Mercure et Vénus soient conjointes, toutes les deux hors limite zodiacale. Ouais. Mercure qui est sa plus forte déclinaison sur une période de 60 ans. Tout ça, voilà. Plus la Lune elle-même qui maintenant, à chaque tour vers le nord, enfin chaque fois qu'elle monte par rapport à l'équateur, qu'elle monte vers le nord ou qu'elle descend vers le sud, 2 fois par mois, elle sort des limites zodiacales nord ou sud. Et de plus en plus, ça a commencé au mois de mars. Elle était depuis le mois de mars, comme par hasard. Chaque 2 fois par mois, donc elle sort dans son mouvement par rapport à l'équateur, ouais. Hein, qui marque c'est les déclinaisons, donc dans son mouvement en déclinaison, c'est-à-dire sa hauteur par rapport à l'équateur terrestre prolongé dans l'espace qui s'appelle l'équateur céleste, parce qu'hier on m'a encore reposé la question. L'équateur céleste, c'est l'équateur terrestre prolongé dans l'espace. Le plan de repère qui est le plan de l'équateur terrestre, donc céleste, et le plan de l'écliptique, qui est le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. Donc quand on parle de déclinaison, c'est toujours par rapport au plan de l'équateur. Et donc voilà, elle aussi, elle sort, et donc elle atteint sa déclinaison maximale, et en plus, c'est à peu près en même temps qu'elle passe au nœud. Voilà. Franchement, donc ça entraîne quelque chose, il faut réfléchir. Mais c'est pas commun non plus. Ça... Ouais. D'accord. En plus, après, au niveau des étoiles, je vais finir avec les étoiles en disant en fait que cette semaine, c'est Antares qui est au méridien minuit. La minuit, les étoiles qui marquent. Donc, elle est donc opposée au Soleil. Donc, le méridien à la minuit, c'est quand est-ce ? Le 30, le 30, oui. Alors, si je me mets à minuit, qui est à 1h48 chez nous, il y a moins 2 heures,
plus ou moins les minutes, secondes que vous avez par rapport à Greenwich pour faire l'heure. Alors chez moi, c'est 1h48 là, en ce moment. Et donc, on va se mettre du côté en bas du sud, je suis con. Et vous voyez, Antares, l'étoile du Scorpion. Là, alors je vous montre la constellation du Scorpion, on en profite. Je vais enlever des étoiles, il y en a beaucoup trop. Par contre, voilà, et donc ça, je ne voulais pas toujours le dire, mais bon, en ce moment, le Scorpion est à l'honneur, parce que quand on attaque les séances d'observation l'été, là, il est déjà sur le couchant en début de nuit, tandis qu'en ce moment, et vous voyez que il ne monte pas haut dans notre ciel, puisque c'est la constellation qui est là avec le Capricorne, le Sagittaire, la plus au sud, Sagittaire, Scorpion. C'est les deux constellations les plus au sud par rapport aux déclinaisons, donc ça rase l'horizon chez nous. Voilà. Bon, alors, ceci étant dit, sauf si vous avez encore d'autres questions. J'ai oublié aussi de vous dire que justement Vénus-Mercure, le 22 aujourd'hui, ça se passe à côté de l'étoile Elnat. Alors, je vais remettre le 22 là. Hop, je reviens ici. Voilà, Elnat, bon, on les voit bien. Qui est l'étoile du cocher. Enfin, cette étoile a fait la jonction entre le taureau, la constellation du taureau, et celle du cocher. Et là, d'ailleurs, elle a deux noms. Un nom qui la relie au taureau et un nom qui la relie au cocher, enfin de nomenclature. Et donc, c'est Elnat. Et je vous mets toujours un lien dans l'article sur les étoiles, parce que toutes les étoiles, excusez-moi, j'ai ouvert une fenêtre par erreur, toutes les étoiles ont leurs caractéristiques propres, leur histoire propre, leur nom aussi. Enfin, déjà rien que d'un point de vue physique, astrophysique, les qualités physiques de l'étoile décrivent ce que les traditions, quand il y en a au sujet de cette étoile, rapportent. Et il en a été de même pour les planètes. C'était le premier travail de recherche qu'on ait fait avec Gilles, c'était éplucher les paramètres physiques et orbitaux du système solaire, les ordonner selon une même échelle, et puis voir le 1, 2, 3, 4, 5 pour qui était le premier, qui était le dernier, pour chacune des caractéristiques physiques, la masse, le demi-grand axe, l'inclinaison, etc., patati, la période de révolution, de rotation. On a tout examiné, tout ce qui pouvait être examinable, et on en a tiré un portrait par planète physique qui, en fait, décrit pas mal les significations traditionnelles. Donc, c'était dans l'idée justement d'apporter de l'argumentation comme quoi c'est pas fondé que sur du vent, l'astrologie, ça se retrouve dans le physique aussi, ça se retrouve. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vous raconte encore? Eh bien, après, je peux vous parler de l'héliocentrique, ça bouge pas mal aussi. Finissons avec le géocentrique, du coup, Mercure qui continue à avancer. Je file des jours là, donc on peut se marrer, aller regarder se déplacer. Le 23, vous voyez, Mercure avance, Vénus recule. Le 24, ça se creuse, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vous voyez le chemin entre les deux, ce qui se passe entre les deux pendant la semaine. Là. Et donc Mercure arrive dans la constellation des Gémeaux, comme vous le voyez, et rentre dans le signe du Cancer. Voilà ce qui change au niveau des signes en géocentrique. Et au niveau héliocentrique, eh bien, on a surtout, on a Mars conjoint Pluton, ça va faire mal. Vous savez, alors je vais afficher les thèmes là. Je vais mettre. Remarque, je l'ai là sur la fiche. Donc, je vais vous mettre, tant pis, je vous mets le thème directement. Et donc là, il y a 2 semaines, la semaine dernière, Mars conjoint Jupiter, enfin je crois que c'est tombé samedi dernier. Et maintenant, Mars conjoint Pluton. La prochaine fois, Mars conjoint Saturne. Tout le monde est encore en Capricorne, en héliocentrique. Donc, ça provoque des tas de trucs, non? Vous ne trouvez pas? Il y a des tas de trucs inattendus. Ouais, c'est clair. Hein. Ça va décaper. Et ça décape, oui. Il n'y a rien de plus décapant que le Capricorne. C'est le comble du décapage.
Donc voilà, et à part ça, ben, Mercure passe en Vierge puis en Balance, il va toujours très vite. Entre-temps, au passage est opposé Neptune et Vénus entre en Sagittaire. Donc on a une Vénus qui continue bien sûr à avancer en héliocentrique, hein, donc elle rentre en Sagittaire, alors qu'en géocentrique, elle va coincer en Gémeaux, en Taureau. Signe, ce signe, je sais plus. Donc quel signe, Vénus oui, en Gémeaux, tout jusqu'au mois d'août. Et elle va prendre, et on va changer tous les 15 jours à peu près en héliocentrique de signe. Voilà. À part ça, quoi de neuf, d'exceptionnel? Ben, j'ai mis le doigt sur les trucs exceptionnels en premier, plus les trucs à voir. Ouais. Donc si vous avez des questions, c'est à vous. Concrètement, comment tu penses que ces positions exceptionnelles vont nous impacter? Ah dans chaque chose, les situations sont hors contexte habituel. Il se présente des situations nouvelles auxquelles on est amené à réagir de façon, voilà, il faut improviser. Mars Capricorne, ça doit te parler, Christophe. Oui. Oui. Mais c'est l'action retardée, mais certaine. Oh, je t'entends mal. Excuse. Tu peux répéter, s'il te C'est plaît? l'action stratégique. Oui. C'est l'action stratégique. Oui. Essentielle. Rappelez. L'action de base, ouais, parce que la stratégie, je la vois plus oui. sous Scorpion, mais vraiment, c'est la structure. D'accord. Enfin, Non, mais c'est l'action lente à partir aussi. ah oui, ça part. C'est pas faux. Mais Pas c'est faux, efficace. Mars Capricorne, c'est efficace. Quand ça s'y met, oui. Oui. Et ça répète. Enfin, je veux dire, Mars, il y a toujours une notion de dualité. C'est duo-duel, sa fonction. Et donc, ça fait jeu de qui, moi, quand je visionne ça, je le vois un peu comme Mars bouscule tout le monde, toutes les infrastructures et les croyances, enfin, les concepts fondamentaux qui nous tiennent. Et donc, ça fait des rebondissements. Et puis, certes, il y a des factions qui peuvent s'affronter, mais dans un contexte nouveau. Ce qui départageait le monde jusqu'à présent, c'est plus du tout les mêmes choses. C'est plus la droite contre la gauche, c'est presque plus les États-Unis contre la Russie. C'est en train de punaise, il y a tout. Les cartes qui sont redistribuées, c'est une redistribution des cartes. Ouais, Surtout quand Mercure y est passé, mais il est passé, il va repasser. Hein. Tous les 3 mois, Mercure il fait un tour en héliocentrique. Non, mais je pense que énergétiquement, ça va bousculer les choses hein, pour tout le monde. Hein. Le monde d'aujourd'hui, dans les jours qui viennent, ne sera plus le même. Hein. Eh bien, tant mieux, parce que moi, je vois tellement de choses extraordinaires qui, enfin, apparaissent et puis commencent à prendre, à être moins, enfin, à prendre plus de valeur, quoi, être moins considérés comme des utopies réalistes, etc. Parce qu'il y a des gens qui ont fait les preuves, en particulier Gunther Pauli. Là, je me suis régulièrement toute la semaine avec Gunther Pauli et Idriss Aberkan. C'est vraiment un duo qui donne de l'espoir, hein, parce que des trouvailles, ils en ont. Hein. Et comme disait De Gaulle, en France, des chercheurs, on en trouve, mais des trouveurs, on en cherche. C'est Jean-Pierre Petit là, qui sort celle-là. Oui. Les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ah, c'est ça, merci. Bon, il nous annonce que j'ai que 10 minutes. Hein. Alors, on condense. À vous. Ouais. Donc, moi, au contraire, je trouve que vraiment, les choses ont l'air d'évoluer très positivement, que ça se passe. Bon, alors nous, on a notre point de vue franco-français, bien sûr, bien obligatoirement.
Et on n'est peut-être pas les mieux servis au niveau de la gestion de la pandémie. On s'y prend à l'envers du bon sens de A jusqu'à Z par rapport à des pays qui ont su gérer. Mais apparemment. On n'était pas prêt. Non, mais ça. Non, mais la gestion de la pandémie. En notre temps, la pandémie aurait été beaucoup mieux gérée. Mais bon, c'est pas ce qu'il fallait. Un truc qui m'inquiète un peu, c'est qu'apparemment, à Paris, l'armée qui se déploie partout, ça a l'air d'appartenir pas mal au Mossad. Il y aurait une certaine cohérence politique. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a l'air d'être assez chaud à Paris. C'est vrai qu'il y a du militaire avec Mars, hein, Mars Capricorne. Tu fais bien de le soulever, effectivement. Les forces militaires. Quand c'est le Mossad, ça fait encore plus peur, tu vois. Ah, mais de toute façon, le monstre va brûler toutes ses dernières cartouches et il va nous sortir des trucs de plus en plus affreux. Donc, le tout, c'est de pas s'inquiéter parce que vraiment, l'avenir se déploie sous nos pieds. Là, c'est génial. Mais effectivement, il va y avoir des grosses frayeurs. Et là où il y a du monde, Non, mais il faut pas croire que tous les policiers sont d'accord avec Macron. Merci, Christophe. Bah oui, ça on s'en doute bien d'ailleurs. Et ça rue dans les brancards, non? Il y a tellement de tensions. Il va y avoir un moment, il va y avoir un basculement. Mais ouais, non, mais le préfet de police, il y a beaucoup de remous en interne avec le préfet de police. Il y a des gendarmes qui font des rapports comme quoi ces méthodes sont pas légales et ah ben ça, oui. Il va y avoir. Ah oui. Supposons que l'armée va se révolter contre cette invasion d'armées étrangères sur notre propre territoire. Et je crois que l'armée se structure en ce sens. Mais il faut savoir qu'il y a il faut savoir que certains militaires de base ont les mêmes préoccupations que les gilets jaunes. Oui, bah oui. On est tous des gilets jaunes. Oui, donc ça, c'est un facteur inquiétant pour une intervention brutale. Hein. Oui. Ça peut bloquer les choses. Hein. Franchement. On t'entend mal, hein? Oui, attends. On t'entend pas très bien. On arrive à te suivre quand même. Oui, attends. Enfin, moi. Je vais... C'est haché. Un peu. Et là, c'est mieux, là? Un peu plus fort, en tout cas. On t'entend mieux parce que c'est plus fort. Ah, bon, ouais. Non, mais je dis que c'est pas sûr que tous les militaires obéissent à... Parce que les préoccupations des gilets jaunes, c'est aussi dans l'armée. Hein. Ben oui, et dans la police aussi. Mais oui, aussi. Ben oui. Mais je suis pas sûr que... Je pense que les gilets jaunes ont compris, ils n'ont pas forcément tous manifesté. Il peut y avoir d'autres choses, d'autres moyens. Mais ça, on ne sait pas encore. Mais bien sûr. Mais ils ont compris, les gilets jaunes. Ils ont bien compris. Bon, enfin, on a quelques semaines. Moi, j'ai eu des nouvelles de Fioril et le Conseil national de transition, voilà, qui a rédigé un laissez-passer, un droit de passage et un refus de payer les amendes. Il faut aller voir sur le site CNT. Oui, j'ai entendu, oui. Bah, c'est que ça bouge. Après, moi, selon. Il y a aussi Michel Onfray. J'en ai entendu parler hier aussi, ouais. J'en ai parlé de Michel Onfray hier, Père. Il est quand même difficile à suivre, Onfray, là. Hein. Parce qu'en fait, si tu veux, non, moi, j'ai rien contre lui, mais si tu veux, quand je l'écoute. Moi, je vous entends plus. En fait, il complote lui-même, quoi.
au niveau de l'argumentation. Alors, comme c'est un intello, je me demande certaines personnes qu'est-ce qu'elles peuvent comprendre. C'est pas que je veux dire que les autres sont bêtes, c'est pas ça. À un moment donné, dans le langage, c'est difficile, quoi. Bah, Michel, je suis d'accord, parce que moi, je ressens exactement la même chose avec lui. Tu sais, c'est comme quand tu lis Libération. Il donne des arguments et à l'inverse. Oui. Et on fait, il fait un peu cet effet-là. Ouais. Mais moi, je pense que ce n'est qu'un début, parce qu'en fait, tel que moi je perçois la situation, je pense que les choses vont se bousculer depuis déjà un moment, mais maintenant, là, jusqu'au mois de septembre. Et c'est entre maintenant et le mois de septembre qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que le monde sera différent. Je pense qu'il peut y avoir de la casse, mais l'objectif, c'est qu'il ne faut pas casser, justement. Il faut dialoguer, et ça, c'est difficile. Parce que le gouvernement, il se défausse. Oh, complètement, oui, c'est pour ça, ils sont tombés dans la fosse. Hein. C'est vraiment l'initiative citoyenne. Il y a des événements climatiques non plus, non, qui risquent de se déchaîner aussi, non? Vous ne pensez pas? Oh bah, si c'est la canicule, tu verras personne bouger. Hein. Alors, oui, avant de finir, parce que ça va bientôt finir, 3 minutes. Enfin, sauf si je vous coupe. La sécheresse. Je vous montre le thème de l'entrée du soleil dans le signe des Gémeaux, qui est quand même assez remarquable. Hein, c'était donc le 20, donc il y a 2 jours, à 13h49 TU. Et vous remarquez que l'axe des nœuds est dans l'axe méridien et que tout est à l'Occident dans le thème relation ici, donc ceux qui connaissent un petit peu. Ouais. Et puis le thème héliocentrique est aussi assez remarquable avec ce petit Mercure-Lion qui fait un carré à Vénus et après ce joli chapeau là, avec Terre et Uranus sans aspect. Donc, non mais là, à mon avis, les énergies vont continuer à monter là. Puis ça part dans tous les sens, moi je crois. Et justement de plein de choses inattendues qui fait qu'on ne peut pas prévoir par rapport à, parce qu'il y a les banques qui tous cassent la gueule, c'est à tous les points de vue. Et puis l'économie, il n'y a que ce qui part de la base qui va faire quelque chose de bien. Et alors là, on se dit putain, la France encore, c'est pour nous là, tout ce qui est sur ce méridien, tout ce qui est sur ce méridien de Paris, du pôle Nord au pôle Sud, est a priori dans le collimateur ce mois-ci, quoi. Oui. Ce qui va s'y passer est un peu déterminant. Et alors, il y a un pétard mouillé, ça fait Mercure-Lion, là, ça fait pétard mouillé, ou déclaration exceptionnelle, et ça pourrait venir d'un pays comme la France, parce que le Lion est le carré à Vénus, et le Scorpion, vous voyez les degrés, Michel et Christophe. Et la transformation, pourtant, quand on voit ce thème héliocentrique, la transformation se poursuit plutôt aimablement, parce que quand même, Vénus et Neptune, vachement de coulifiant à ce Mars qui est conjoint à Jupiter, puis conjoint à Pluton. Il va se passer un truc quand même. On constatera ça tôt ou tard. On va peut-être pas comprendre. À la prochaine, à la fin du mois, ça va être un peu plus chaud, là, de toute façon. Après, là, c'est chaud. Au point de vue du temps, alors, c'est exceptionnellement chaud. Ou alors, c'est exceptionnel. Alors, c'est trop chaud ou trop froid. Hein. Mais là, ça a l'air plutôt d'être trop chaud. Je pense. Avec l'Uranus, bah oui, l'Uranus et Mars, oui, c'est exceptionnellement chaud. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Hein? Mais humide, oh punaise, oui, mais c'est orageux. Ça tient pas, c'est un temps instable avec pas mal d'orages, je pense. Mars Poisson aussi.